Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Smartimo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission depuis le Forum des projets urbains à Nantes. Dans un instant, on va voir comment on utilise la technologie au service de la transformation urbaine, notamment grâce à un jumeau numérique. Et puis on verra également comment on décarbone les projets urbains avec, vous le verrez, notamment les réseaux de chaleur urbains. Smartimo, c'est parti. Dans Smartimo, depuis le Forum des projets urbains à Nantes, on va s'intéresser à la technologie du jumeau numérique. Comment cette technologie peut aider les villes à se transformer. C'est ce qu'on va voir avec nos invités. On est ravis d'accueillir Stéphane Delap. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur général des services de la communauté urbaine d'Arras. Et à vos côtés, un autre Stéphane Gourgou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Bionatix qui fournit cette technologie qu'on va voir dans un instant. Pour commencer, Stéphane Delap, pouvez-vous nous présenter votre territoire sur lequel beaucoup de transformations en ce moment? Avec plaisir. Donc, la communauté urbaine d'Arras est située dans le Pas-de-Calais, donc au nord de Paris, entre Paris et Lille. Et ce qui fait ses atouts, en fait, c'est cette proximité avec Paris par TGV qui nous relie en 50 minutes à la capitale et à 20 minutes de Lille. Donc à un moment, les investisseurs ont compris aussi l'intérêt de poser leurs valises, de s'implanter sur notre territoire. Oui, territoire, je le disais, en transformation, bien évidemment, avec l'utilisation dans un contexte de zéro artificialisation nette de tous les fonciers disponibles. Et c'est là où vous avez modélisé complètement votre ville ou utilisé cette technologie pour aller voir un petit peu quelles sont ces réserves de foncier. Expliquez-nous. En fait, la requalification des friches et des secteurs qui étaient plutôt en déshérence, c'est un travail qui a été engagé depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'avec le débat sur le ZAN, les choses se sont accélérées. Et c'est dans ce cadre-là qu'une concertation avait été lancée il y a maintenant 4 ou 5 ans autour de la gare, où nous avions des délaissés ferroviaires qu'il fallait réaménager. Très bien. Justement, alors on parle de cette technologie, le jumeau numérique. Stéphane Gourgou, c'est vrai qu'on connaît cette technologie, par exemple, pour la production industrielle. On va modéliser une voiture avant de la fabriquer. Mais à l'échelle d'une ville, expliquez-nous comment c'est possible de faire ça. Alors, on travaille à partir en fait des données numériques patrimoniales qu'on va trouver sur les territoires. Les premiers jeux de données, ce sont les données publiques, les données issues de l'open data. Et là, on a un partenaire en France idéal qui est l'IGN, Oui. qui nous fournit des modèles numériques de terrain, des données topographiques sur les bâtiments, la végétation, et puis de l'image aérienne qui est mise à jour assez régulièrement et dans des précisions assez fines. En fait, toute cette donnée numérique va être stocké et va s'agréger dans des serveurs et va permettre grâce à la technologie, en fait, modéliser la ville en 3 dimensions. Et donc, dans ce socle, quelque part, de l'état existant, vont venir ensuite s'intégrer les projets qui sont conduits par la communauté urbaine, dont les données, elles, viennent des bureaux d'études. Oui. Alors, notamment au MIPIM, qui avait lieu il y a quelques semaines à Cannes, on a vu ces maquettes, voilà, alors pas à l'échelle évidemment, mais vraiment très très détaillé. Là, vous avez une maquette numérique. En quoi ça va aider finalement par rapport à une maquette classique ? La maquette numérique, on est dans une approche qui est complètement, d'une part, dynamique, c'est-à-dire qu'on interroge la donnée quelque part en temps réel, et ça va nous permettre d'avoir des mouvements d'échelle qui vont celle de la vue quelque part piétonne à celle du territoire. Bon, le grand principe de la maquette numérique, c'est également sa capacité à pouvoir dynamiser au cours du temps la visualisation du projet. On va partir des phases d'esquisse jusqu'aux phases de réalisation, et on va s'appuyer en fait sur ce socle numérique pour accompagner la vérification des hypothèses d'aménagement au stade de la conception, puis pouvoir communiquer, concerter avec la population, éclairer la décision des élus en phase de réalisation. Voilà, alors je dois dire qu'on a fait une petite démo avant d'enregistrer ce sujet. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir comme ça la ville qui prend forme pratiquement en temps réel. Et puis on peut travailler justement, on le disait, sur des réserves de foncier, notamment des friches. Je crois que c'est SNCF Immobilier qui vous a rétrocédé une friche récemment. En fait, oui, depuis plusieurs années, la communauté urbaine devenait propriétaire de ces terrains. Et comme l'expliquait Stéphane, à un moment, vous êtes face à des investisseurs qui souhaitent comprendre
le projet urbain Oui. qui va se faire là dans les prochaines années. Et donc c'est un atout supplémentaire parce que de voir comment ce quartier va s'intégrer dans la ville existante, c'est aussi important parce que nous ne pouvons pas non plus accepter des immeubles qui viendraient défigurer un quartier historique. Nous avons la chance d'être une ville historique et donc tous ces nouveaux quartiers doivent également pouvoir s'intégrer de façon harmonieuse. Donc ça, c'est sur le plan des investisseurs, mais également sur le plan des habitants. Quand vous avez une maison de ville qui a par exemple 2 étages et dont les propriétaires vont voir pousser devant chez eux un immeuble qui peut avoir parfois 3 ou 4 étages, quelque part ça inquiète et cette maquette numérique va rassurer parce que on est dans une impression d'immersion en fin de Bien compte sûr. dans un nouveau quartier. Lire un plan, voir des esquisses, ça n'est pas forcément évident pour tous. Et cette maquette numérique est quand même beaucoup plus accessible pour les personnes un peu éloignées du monde de l'aménagement urbain. Ouais, ce jumeau numérique de la ville, il va servir finalement, comme disait Stéphane à l'instant, à la co-construction d'un projet, à faire de la pédagogie, à montrer ce que ça va devenir, peut-être à vérifier aussi peut-être certaines hypothèses de temps en temps. Tout à fait. Il y a vraiment une volonté chez les élus de la communauté d'être dans la concertation. On ne peut plus aujourd'hui faire un projet urbain sans justement écouter les riverains les plus proches, mais également les utilisateurs de ce pôle d'échange multimodal que nous sommes en train de créer autour de la gare. Et donc cet outil va vraiment être un moyen d'aide à la décision par rapport justement au gabarit des immeubles qui vont être bâtis à cet endroit. Et ça nous a déjà servi parce qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui ont déjà signé pour venir s'implanter sur le secteur. Et cette maquette numérique nous a aidé justement à dimensionner raisonnablement les nouveaux bâtiments qu'ils allaient construire. Ouais, une maquette numérique qui, vous l'avez dit, évolue pratiquement en temps réel ou selon les conditions. Vous avez mappé, Stéphane Gourgaud de Bionatics, comme ça, tout le territoire français. Vous pouvez aller dans n'importe quelle ville aujourd'hui. Effectivement, on traite de la donnée qui est dans des données IGN, qui est notre principal partenaire au départ. Donc, on couvre toute la France, y compris les territoires d'outre-mer. Oui. On est présent à 40% d'ailleurs de notre chiffre d'affaires réalisé dans les territoires d'outre-mer parce que ce sont des territoires très dynamiques. On est présent à Mayotte, également en Guyane et dans les Antilles. Donc là, ça a été mis à jour avec certains bâtiments qui ont peut-être disparu, malheureusement, avec les conditions climatiques récentes. Oui, alors on est très mobilisé sur le contexte du cyclone Chido à Mayotte, avec le conseil départemental, avec les bailleurs sociaux, avec l'EPFAM, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, évidemment, et c'est un outil stratégique pour la reconstruction de Mayotte. Très bien. Stéphane Delame, on se focalise justement sur votre territoire. On sait que, comme partout, les directeurs il faut attirer du monde. On a aussi une crise du logement, on disait, dans un contexte de zéro artificialisation nette. Comment on fait aujourd'hui? Quels sont justement les friches ou les grands projets sur lesquels vous travaillez, puisqu'on est ici au Forum des projets urbains? Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu? Alors, nous avons parlé du master plan gare, donc là on est plus sur de l'aménagement d'un nouveau quartier, mais tourné vers le bureau, vers le tertiaire. Oui. Mais forcément, c'est aussi se rapproprier des secteurs où auparavant vous aviez de l'activité plutôt artisanale ou industrielle. Et nous avons la chance d'avoir sur Arras un canal qui s'appelle la Scarpe et sur lequel il y avait un port fluvial. Et ce port fluvial aujourd'hui n'existe plus et les activités économiques qui y étaient ont disparu. Et aujourd'hui, nous avons une volonté de construire un nouveau quartier, un éco-quartier qui pourrait accueillir autour de 500 logements et qui est à 10 minutes à pied de la grande place historique d'Arras. Donc forcément, cela pose aussi la question des mobilités actives. Comment les habitants de ce nouveau quartier vont pouvoir profiter justement de rejoindre le centre historique d'Arras en y allant de façon paisible, à pied, à vélo. Et cela s'inscrit également dans toute une politique d'aménagement des bords de Scarpe qui sont vraiment, on va dire, qui est devenu un poumon vert de notre agglomération. C'est là où le week-end, pendant les vacances, vous avez énormément de familles qui viennent y faire du sport, se divertir. Et quelque part, c'est aussi ça notre rôle en tant qu'aménageur, c'est de pouvoir redonner vie à certains secteurs. Et cette maquette numérique, justement, permet de plonger le grand public
dans ce que sera ce quartier dans 10 ou 15 ans. Ouais, et de se projeter, peut-être de se dire pourquoi pas investir aussi. Voilà, peut-être avec des dispositifs. En plus, on parle beaucoup de bail réel solidaire, etc., qui sont aménagés. En tout cas, il faut décoincer un petit peu la machine de l'immobilier. Qu'est-ce que vous diriez justement, vous qui avez expérimenté ce jumeau numérique, voilà, à vos collègues qui se posent la question d'un tel investissement? Se dire que c'est un instrument qui ne doit pas être réservé aux grandes agglomérations, aux outils peut-être que genre les SEM, les SPL, qui peuvent paraître peut-être parfois un peu techno pour le grand public. Nous, quelque part, c'est un moyen d'information, de communication, de concertation. Nous savons qu'il faut toujours être beaucoup plus innovant en termes de concertation, parce qu'aujourd'hui, toucher le grand public, ça n'est pas évident. Donc il faut être un peu imaginatif, et cet outil permet d'avoir des résultats. Et je pense que voilà, Arras reste un territoire, on va dire, de taille moyenne. Nous sommes 110 000 habitants sur l'agglo d'Arras. Mais pourtant, voilà, nous avons souhaité nous doter de cette maquette parce que quelque part, ça nous paraissait important d'être toujours dans une démarche de co-construction avec nos habitants. Oui, vos habitants, et puis on le voit très bien sur la maquette numérique, c'est vrai que c'est aussi la communauté d'agglo, hein, tout autour. On voit le maillage, on voit les transports, on voit comment tout finalement vit en commun. Chez Bionatics, on a aggloméré aussi ce genre de données. Dans le jumeau numérique, vous avez effectivement pas simplement le socle, mais vous avez également quelque part l'écosystème urbain qui peut être représenté, et les flux, par exemple, ce qui va permettre notamment de considérer bien évidemment des données même dynamiques qui peuvent venir être visualisées dans le jumeau numérique. Ça peut être également des données qu'on ne voit pas, les infrastructures, capables de visualiser à l'échelle d'une opération d'aménagement où passent les réseaux actuellement et où vont passer les réseaux futurs, et de pouvoir quelque part faire cette confrontation. Ça c'est un gain très important pour la collectivité ou l'aménageur. Pouvoir visualiser également des informations en lien avec les îlots de chaleur urbains sur un diagnostic en ville, et de pouvoir, en fonction des aménagements qui seront choisis sur le traitement des sols, sur la végétation, pouvoir calculer au cours du temps, en fonction de la croissance de la végétation, comment cet aménagement va refroidir la ville. Voilà, ça c'est des atouts en termes de simulation que peut apporter le jumeau numérique. Vous avez bien évidemment tous les enjeux liés aux risques, les risques d'inondation, qui peuvent être également des calculs intéressants. Ah oui, on parlait de logements qui vont être en bord de la Scarpe, là. Il y a des simulations sur, je sais pas, des débordements. Exactement, sur certains territoires, on est contraint de construire sur pilotis. On sait qu'on est en eaux inondables, il faut trouver des solutions. Et la maquette numérique aide énormément les aménageurs, les concepteurs à prendre ces décisions et à faire les bons choix. Ouais. Si je peux me permettre simplement, c'est vrai que nous avons focalisé sur des aménagements urbains d'importance, parce que l'objet était aussi de pouvoir les présenter dans le cadre du MIPIM où nous étions présents, nous avions un stand. Mais en même temps, comme le disait Stéphane, comme nous parlons aussi à l'échelle du territoire, donc vous avez une ville-centre, mais vous avez également un territoire plus rural autour, et la maquette numérique va également nous servir à développer des opérations d'habitat dans des communes rurales, où parfois, voir pousser un immeuble, même si c'est un étage, Oui, c'est parfois compliqué à faire comprendre à la population. Et cet outil va également nous permettre d'être dans cette concertation au plus près des habitants. Donc vraiment avoir à l'esprit qu'il peut être utile à tout type et toute taille de collectivité. Et je pense que c'est ce qu'il faudra retenir aujourd'hui. Oui. Je crois qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le principal frein dans les opérations d'aménagement, ce sont souvent les délais, les prises de décision. Donc l'intérêt de la maquette numérique, c'est d'accélérer le plus possible les prises de décision. Et dans les prises de décision, il y a les habitants. Plus on va pouvoir désamorcer en amont les problèmes qui se posent sur typiquement des gabarits urbains pas forcément bien accueillis, plus on va pouvoir travailler en amont avec cette population, régler les problèmes et accélérer cette procédure. Voilà, on sait la co-construction, la concertation sont les clés aujourd'hui d'une opération qui fonctionne. Eh bien, si le jumeau numérique peut aider, ça paraît être une bonne solution. En tout cas, la technologie à l'aide des aménageurs. Merci pour vos témoignages, Stéphane Gourou. Je rappelle que vous êtes vice-président cofondateur de la société Bionatics, qui édite ces jumeaux numériques. Et Stéphane Delame, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général des services de la communauté urbaine d'Arras. À très bientôt sur Smartimo. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.
Dans Smartimo, on se pose cette question, comment décarboner les projets urbains? On en parle avec deux spécialistes. On est ravi d'accueillir Benoît Lacroix. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes directeur régional adjoint de l'ADEME Pays de la Loire. Et à vos côtés, Flavie Biller. Bonjour Flavie. Bonjour. Flavie, vous êtes directrice de la transition écologique et climatique Saint-Nazaire Agglo. Alors on est à moins d'une heure de Nantes et on va voir avec vous justement comment se développe l'agglomération de Saint-Nazaire et comment on décarbone. On va commencer par vous Benoît si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait l'ADEME ou plutôt ce que fait l'ADEME sur votre territoire Pays de la Loire? Alors l'ADEME, j'ai juste rappelé quand même qu'on est l'opérateur de la transition écologique. On gère à peu près toutes les thématiques, hormis l'eau notamment ou à la biodiversité. Donc on va traiter notamment des énergies renouvelables, notamment de la chaleur renouvelable qui va être le sujet d'aujourd'hui. On va traiter de l'économie circulaire, de l'urbanisme, on va traiter un peu d'agriculture, de changement climatique qui est le sujet d'actualité. Oui. On a un budget annuel de peu près de 150 millions d'euros en 2024 qui était un budget important finalement, puisque au niveau national, on est aux alentours de 3 milliards d'euros. Donc on a un poids au niveau régional dans tout ce que fait l'ADEME au niveau national. Bien sûr, avec de L'ADEME, nombreuses casquettes. On a compris. Oui, et puis l'ADEME, bon, c'est trois casquettes différentes. Une première casquette, nous, sur les territoires, c'est essayer de massifier les projets. Donc on va financer un certain nombre de projets d'énergie renouvelable, d'économie circulaire et autres. Et puis on va se baser sur une expertise qu'on va tirer du national et on va faire un peu d'innovation, que ce soit de l'innovation technique ou de l'innovation sociétale également, qui permet d'accompagner les changements de comportement. Donc, on rentre un petit peu dans le détail à Saint-Nazaire, justement. Qu'est-ce que vous avez mis en place, notamment dans ce quartier à la Carène? Benoît, le réseau de chaleur. Alors, on n'a pas encore mis en place. On est en train d'y travailler. Nous, on accompagne la Carène depuis pas mal d'années quand même, puisque la Carène, c'est un territoire important à l'estuaire de la Loire, avec beaucoup d'industriels, et on sait qu'il faut faire évoluer les industriels également dans leur décarbonation. Et au niveau de la collectivité, on est une collectivité qui est très motrice aujourd'hui sur la transition écologique et qui a franchi un certain nombre d'étapes, notamment en termes de planification de sa transition écologique. Oui. Et par rapport à ça, effectivement, il y a eu notamment un schéma de développement des énergies renouvelables qui a été mis en place. Il y a un certain nombre d'outils de planification qui ont été mis en place par la collectivité et qui lui permettent aujourd'hui de s'engager dans différents chantiers de transformation de la ville pour décarboner le mixte énergétique de la collectivité. Voilà, Flavie, un mot justement sur ces projets en cours avec l'ADEME. Comment vous collaborez ensemble? Comment on collabore? Eh bien, effectivement, l'ADEME nous accompagne sur de nombreux champs. Donc, Benoît l'a cité, l'accompagnement sur les politiques de transition écologique, sur l'ensemble de leurs champs, à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre et développer nos systèmes de production qui nous permettent de muter vers des systèmes moins émissifs et moins dépendants des énergies fossiles. Oui. Et un des projets emblématiques, c'est vrai qu'on est un territoire urbain, et un des gros leviers que nous avons, c'est de développer des infrastructures de chaleur renouvelable. C'est un levier qui a été, on va dire, détecté dès les premières planifications, ce qu'on appelle plan climat air énergie territorial en 2019, et même encore avant, quand on commençait à travailler sur l'écologie industrielle et territoriale. Parce qu'il faut vraiment se dire qu'à Saint-Nazaire Agglo, si on se préoccupe des questions de transition écologique, c'est pour plusieurs aspects. Certes, décarboner, atteindre les objectifs nationaux, internationaux d'atténuation du changement climatique, mais aussi parce qu'on croit sincèrement que c'est un levier pour l'économie, pour qu'elle sache aussi rebondir, se transformer vers des activités porteuses pour l'avenir. Et enfin, on a un ADN de politique sociale très fort, et ce projet de réseau de chaleur vraiment vient chercher cette composante aussi, d'être une transition écologique accessible. Bien sûr. Accessible. Projet écologique, économique, social, on a bien compris. Je reviens juste sur la partie économique. C'est vrai que la crise de l'énergie est passée par là. On se souvient avec évidemment le choc et la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, on a l'impression que le prix de la molécule a un peu baissé, mais pour autant, on ne revient pas en arrière et on continue dans cette optique. Même si, si les élus passent, c'est vraiment une constante et vous creusez dans cette direction. Alors effectivement, on peut le dire, la crise énergétique a été un élément déclencheur. Oui. Ça a vraiment permis de prendre conscience que les énergies fossiles restaient volatiles et qu'il fallait chercher à maîtriser cette facture énergétique. Et aujourd'hui, c'est vraiment parce que ce projet de réseau de chaleur permettait de cocher à la fois les questions de décarbonation et
d'équilibre économique, que les élus s'en sont saisis. Ça offre une visibilité sur la durée et c'est un outil qui permet de relocaliser la maîtrise aussi de cette production d'énergie. Et ça, c'est ce qui a permis vraiment d'arriver à embarquer l'ensemble des acteurs pour arriver à sortir une infrastructure de cette taille, de ce niveau-là. Oui, c'est peut-être moins visible, on va dire, que par exemple des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes qui font débat. En tout cas, c'est très efficace ces réseaux de chaleur urbain. Est-ce qu'on peut mesurer, Flavie ou Benoît, les économies qui sont réalisées quand on arrive comme ça à raccorder une agglomération? D'un point de vue économique, comme le disait Flavie, effectivement, aujourd'hui, même si le prix du gaz a tendance à baisser, on voit que c'est très fluctuant. L'énergie renouvelable, en tout cas, selon d'où elle vient, est maîtrisable largement dans le temps. Si on prend par exemple de la récupération de chaleur sur une station d'épuration. Votre station d'épuration, Oui. elle est là pour tout le temps. Votre réseau de chaleur, alors il ne se voit pas. Il est sous le sol. Les connexions vont se faire aussi en souterrain jusqu'aux différents bâtiments, donc on ne verra rien. Et on récupère combien en calories ou en chaleur ou en degrés, voilà, pour expliquer Alors simplement. il y a différents types de réseaux de chaleur. Généralement, maintenant, on est sur des réseaux de chaleur qui vont être entre 60 et 80 degrés en température, entre l'aller et le retour, donc en distribuant la chaleur au fur et à mesure. Et donc, on va intégrer sur ce réseau de chaleur différentes sources d'énergie par différents moyens. On parlait des stations d'épuration, par exemple. On va récupérer de l'eau qui, elle, n'est pas à 40, ni à 60, ni à 80 degrés, mais on va la récupérer avec un système de pompe à chaleur qui va permettre de la rehausser en température et de faire une sorte de préchauffage de l'eau qui pourrait être après réchauffée par d'autres usages. Pour les industriels, c'est un peu l'inverse, parce qu'on a des industriels qui vont plutôt utiliser de la vapeur. Et donc cette vapeur, elle est presque trop chaude finalement par rapport au réseau de chaleur. Et donc on va avoir tendance à faire en sorte qu'elle soit un peu diluée pour être compatible avec le réseau de chaleur. Et donc c'est toutes ces sources de chaleur qu'on peut récupérer par-ci et par-là qui sont produites de toute façon. Donc quand on parle de récupération de chaleur fatale, en tout cas, c'est de la chaleur qui aurait été perdue. Donc là, on est dans un circuit qui est hyper vertueux et qui fait qu'on utilise ce qui était perdu pour chauffer différents usages qui peuvent être des industries, mais qui peuvent être aussi en fait du social ou du tertiaire, comme l'évoquait Flavie. Flavie Biller, justement, sur les équivalents logements à chauffer, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? Oui, alors en équivalent logement, sur le programme que nous lançons, on est sur 16 500 équivalents logements. Ah oui. Et c'est vraiment la recherche de mutualisation et de massification qui permet à ce projet de sortir. Il est prévu d'alimenter pour 100 gigawattheures par an. Donc c'est énorme. En fait, aujourd'hui, pour 2030, l'agglomération s'est fixée comme objectif d'être producteur à hauteur de 600 gigawattheures d'énergie renouvelable, tout compris. Donc ce projet en lui seul, sachant qu'on ne partait pas de zéro déjà, on est déjà pas loin de 200 gigawattheures aujourd'hui. Donc ce projet à lui seul crée une marche, un bond absolument gigantesque dans l'atteinte de ces objectifs. Donc on va livrer à la fois des industriels dans ces 16 000 équivalents logements. Il y en a un quart en fait en réalité. C'est de l'industrie. Un autre quart, c'est des logements sociaux. Donc là, on va chercher vraiment les collectifs résidentiels aux quatre coins de la ville. Et le reste des consommations qu'on va adresser sont tournées autour du patrimoine public. Il y a des écoles, des gymnases, conservatoires, etc., qui sont reliés. Et enfin, du résidentiel privé également. Il faut une certaine densité pour les raccorder, mais c'est aussi, bien sûr, une cible. Donc on s'adresse à tout un tas d'acteurs. On vient mutualiser, on vient aussi mutualiser effectivement les productions d'énergie. Donc on va s'appuyer sur plusieurs sources. Des sites de pompes à chaleur, comme a été cité, pour récupérer des calories auprès des stations d'épuration. De la chaleur fatale récupérée auprès d'industriels et des nouveaux sites de production en partie qui s'appuie sur la biomasse, et enfin un reliquat à gaz. Donc on va jouer sur plusieurs sources qui rend aussi l'infrastructure, le but, on interconnecte et ça rend résilient cette production. Chaque projet est différent en fait. Les réseaux de chaleur, on en voit plein maintenant. Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les collectivités qui poussent aujourd'hui effectivement pour poursuivre les investissements en matière de chaleur renouvelable, même si le prix du gaz a diminué, parce qu'elles ont des objectifs de planification avec le plan climat et énergie. Oui.
Et donc, on est très en suivi de ces installations. Sur la récupération de chaleur, on n'a pas parlé des usines d'incinération parce qu'il n'y en a pas à Saint-Nazaire, mais on a des projets avec Il y des en a usines ailleurs. d'incinération ou autres. Quand on écoute, effectivement, on voit que bah voilà, plus de 80% d'énergie renouvelable, bas carbone, une solution également moins chère et puis durablement moins chère dans le temps. On se dit, mais finalement, pourquoi il n'y a pas encore de passage à l'échelle massif? Quels sont les principaux freins qu'on rencontre aujourd'hui? Benoît. Je pense qu'il y a eu, le coût un peu des installations qui peut faire peur. Il y a un peu de complexité administrative parce que pour une collectivité, soit il faut faire une délégation de service public, mais ça veut dire que c'est un engagement sur le long terme et tous les élus aujourd'hui veulent pas forcément prendre des engagements à long terme et sur plusieurs mandats. Ça peut être éventuellement de la régie, mais ça, il faut avoir du personnel formé. Donc, c'est compliqué aussi aujourd'hui d'avoir des équipes en interne dans les collectivités. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ces réseaux, en tout cas, dans des collectivités qui sont suffisamment structurées aujourd'hui, qui ont du personnel pour pouvoir traiter ce type Il y a de une dimension projet. ingénierie en fait, qui est importante, Exactement. et coordination. Il y a une certaine visibilité dans le temps, une fois qu'on est raccordé, c'est pour des dizaines d'années. Alors évidemment les projets se comptent aussi en millions, en dizaines de millions d'euros. Mais une fois que c'est mis en place, c'est très vertueux parce que les agglomérations connexes, communes, alentours, elles sont intéressées aussi. On peut se reconnecter après, une fois qu'il est en place, qu'il y a un premier réseau de chaleur créé. Flavie Alors, Villard. effectivement, c'est une infrastructure qui a une durée de vie 40 ans, 50 ans. Les tuyaux sont posés en souterrain. On espère que dans 40 ans, ils sont encore là, qu'on n'aura pas besoin d'y retoucher. Et les équipements de production sont généralement renouvelés au bout de 20 ans. Mais malgré tout, voilà, c'est une infrastructure qui est là pour durer. Et une fois que les investissements initiaux sont payés. Alors certes, c'est une marche à franchir, ça prend du temps, on l'a bien dit, il faut coordonner les acteurs et il faut trouver les leviers financiers. Donc ça s'incube sur plusieurs années, voire presque une décennie. Mais une fois que c'est là, une fois que les premiers investissements sont amortis, on peut commencer à réfléchir, à étendre. C'est une infrastructure qui aura une vie, comme le réseau électrique ou comme le réseau gaz. Voilà, ça se développe et il y a des vagues Bien sûr. C'est le mix d'extension et de énergétique renouvellement. en fait qui est complètement pas refait, mais en tout cas additionné, qui est refondu. C'est l'objectif, c'est de sortir finalement d'une production fossile à différentes productions d'énergie renouvelable pour alimenter à la fois les communes, mais également les industriels qui sont à proximité. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ces réseaux de chaleur urbain qui se développent partout dans toutes les métropoles. Je pense pas évidemment qu'en Pays de la Loire. En tout cas, un grand merci pour vos éclairages. Benoît Lacroche, je rappelle que vous êtes directeur régional adjoint ADEME Pays de la Loire. Et merci à Flavie Billard, directrice de la transition écologique et climatique Saint-Nazaire Agglo. À très bientôt sur Smart Imo.